Madame, Monsieur, bonsoir. À Washington, le Sahara marocain n'est plus seulement un dossier diplomatique, c'est devenu un sujet de sécurité nationale. Ou quand le Sénat américain parle milices, sanctions et lignes rouges, c'est que le temps du flou est terminé. Quand le sénateur Ted Cruz évoque le risque de voir le Polisario dériver vers une logique de milice comparable aux Houthis, ce n'est pas une sortie isolée et encore moins fortuite. Ted Cruz, c'est une voix lourde du Parti républicain américain, un faiseur de lignes idéologiques, écouté bien au-delà de son camp. Et quand il parle, eh bien, il prépare le terrain. Et ce terrain devient de plus en plus inconfortable pour le Polisario. À Washington, on ne s'interroge plus sur sa légitimité historique, mais sur son potentiel de nuisance, ses connexions et les risques qu'il fait peser sur une région déjà sous tension. Pour Washington, le raisonnement est simple. Dans un Sahel saturé de trafic, de porosité frontalière et de groupes armés, toute entité militarisée en dehors d'un cadre étatique devient de facto un facteur de vulnérabilité. Et c'est dans ce contexte que le Polisario est désormais observé. Dans le même temps, l'Algérie elle-même entre dans le radar du Sénat. En audition fin de semaine dernière, la sénatrice Jeanne Shaheen a questionné le département d'État sur l'achat par Alger d'avions de combat russes et sur la possibilité de sanctions américaines. Mais ce n'est pas une première, nous allons en discuter dans cette émission. Et la réponse donc a été claire, ces informations sont jugées inquiétantes et ce type de transaction peut déclencher des mesures punitives. Dans cette nouvelle lecture américaine, le Maroc apparaît comme un pôle de stabilité lisible, aligné. Le Polisario, lui, change de catégorie. Et quand un dossier change de catégorie au Sénat américain, les conséquences ne tardent jamais à suivre. Tout ceci intervient après le vote historique de cette résolution 2797 à une très large majorité, c'était le 31 octobre dernier, par le Conseil de sécurité à New York, et ce, donc dans ce dossier du Sahara. J'accueille pour l'émission ce soir le directeur de publication du site yabiladi.com, Ahmed Zouar. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous sur ce plateau, encore une fois. Avec nous également, parce qu'il s'agit de droit international et de relations internationales, bien naturellement, notre expert et professeur, Zakaria Boudaha, bonsoir. Bonsoir Léla Khadija, merci beaucoup. Merci d'être avec nous, toujours un plaisir de vous accueillir et un plaisir renouvelé d'accueillir notre expert en relations internationales aussi, Hafed Botal, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Alors, avant de commencer, avant de revenir sur ces auditions quand même inédites de la semaine dernière, inédites surtout pas sur la forme, mais sur le fond et tout ce qui a été donc discuté, notamment ces déclarations du sénateur américain Ted Cruz. Avant, un petit rappel historique peut-être, messieurs, sur les positions de sénateurs américains ou de congressmen américains sur la dangerosité du Polisario. C'est Mohamed Zouak. En effet, il y a tout un historique sur la question du Polisario. D'ailleurs, même, il faudrait remonter déjà en Espagne, en fait, puisqu'il y a eu une plainte qui avait été déposée par la CAVIT, qui est une association de victimes des attentats du Polisario, puisque ce n'est pas seulement les Marocains qui ont été victimes, mais il y avait aussi les Espagnols, à l'époque même du désengagement de l'Espagne sur ce territoire. Il y a eu des pêcheurs, je crois, des pêcheurs espagnols qui avaient été tués dans une explosion et d'autres victimes. Mais si on revient aux États-Unis, on a une proposition de loi bipartisane. Et ça, c'est important parce que quand on va évoquer Ted Cruz aussi, il y a ce côté aussi bipartisan. Exact. Et c'est important pour le Maroc. Une proposition bipartisane l'année dernière avec donc un élu, un représentant démocrate, un représentant républicain, Joe Wilson, qui font du forcing pour rassembler un maximum de soutien au sein du Congrès pour classer le FTO, classer le Polisario comme étant une organisation terroriste étrangère, FTO, Foreign Terrorist Organization. Et donc derrière, alors ça ne veut pas dire que l'implication tout de suite va être en tout cas directe, c'est-à-dire qu'ensuite il y a plusieurs niveaux, puisqu'après c'est transmis au département d'État, il y a tout un processus pour couper, pour établir des sanctions à l'égard du Polisario. Et d'ailleurs, ensuite, la question qui se pose, c'est l'Algérie qui hébergerait dans ce cas-là un mouvement terroriste étranger. Qui hébergerait et financerait. Et armerait. Voilà. Oui, et armerait. Voilà, donc, effectivement, c'est assez lourd. Donc, à partir déjà de ce premier coup de semonce,
ça a déstabilisé et le Polisario et les autorités algériennes, puisque là, il y a eu une menace. Mais c'est vrai que la menace ou les échos liés au fait que le Polisario serait un mouvement terroriste, le Maroc avait déjà pris son bâton de pèlerin début des années 2000 pour expliquer que c'est un mouvement armé qui est aux portes du mur des sables et qui, d'ailleurs on l'a vu encore récemment, je crois, après le cessez-le-feu la rupture du cessez-le-feu en 2021, un membre du Polisario, un membre éminent du Polisario avait menacé et le Maroc et les entreprises et les représentations étrangères d'attentats terroristes dans les villes de Lyoun, Dakhla notamment, puisque c'est notamment les deux villes qui accueillent des consulats étrangers au Maroc, dans ces territoires-là. Et donc il y avait une menace directe, clairement établie. Donc on voit qu'il y a eu tout un historique. Début des années 2000, déjà, le Maroc a essayé de convaincre l'opinion internationale que c'était un mouvement terroriste. Et aujourd'hui, plus récemment, des représentants, des élus américains, bipartisans, qui mènent la fronde pour classer le Polisario comme un mouvement terroriste étranger. Et c'était en juin 2025 que, effectivement, ce groupe de représentants ont déposé ce projet de loi pour vote. Mais même s'il n'a pas été voté, mais ça reste quand même un tournant, parce que déjà en 2018, il y a eu un premier tournant notable. C'était des membres du Congrès qui dénonçaient publiquement, sans pour autant déposer ce projet de loi, les actions du Polisario à l'est du mur de défense, en les qualifiant, je cite, de provocations susceptibles de déstabiliser la région. Mais ce n'est pas aussi la première fois. Vous avez évoqué tout à l'heure l'Espagne. Il y a un autre pays, professeur Abou Dahab, il s'agit de la Belgique déjà, qui avait tiré la sonnette d'alarme à travers une voix aussi tout aussi importante que Dead Crows, nous allons y arriver, qui appelait déjà et qui dénonçait déjà les actes de la milice. Tout à fait, Madame Khadija. C'était en 2007, je m'en souviens à titre personnel, puisqu'on avait travaillé à l'époque sur le rapport du Crisis Group, qui est un think tank établi à Bruxelles. Et Claude Moniquet, qui gérait un think tank, avait justement produit, à la suite d'investigations très sérieuses, des rapports indiquant que le Polisario était impliqué dans des actes de nature terroriste, au regard, certes, d'un droit international qui, à l'époque, encore restait plus ou moins balbutiant sur les qualificatifs à attribuer quand on voudrait identifier une organisation ainsi. Mais souvenons-nous aussi, les années 90, déjà, Madame Danielle Mitterrand, on s'en souvient, parce qu'elle gérait une organisation humanitaire. Au départ, elle était un peu emportée, emballée dans du faux. Et par la suite, elle s'était rendue compte précisément que les aides allouées à cette organisation, en fait, servaient tout simplement à acheter du matériel militaire. Et par conséquent, nous étions donc au seuil de la qualification du Polisario en tant que tel. Et progressivement, il faut le dire, il y a même sur le plan de la communication institutionnelle du Maroc, à travers des reportages qui ont été élaborés et bien préparés, justement montrant que le Polisario glissait de façon un peu tectonique dans des activités pareilles, c'est-à-dire nous considérons qu'il y a toujours ce nexus, un peu un paradigme de liaison entre les activités criminelles, entre le terrorisme et le séparatisme, et ça va de soi, puisque nous sommes dans une région qui est une sorte de... comment on appelle ça, volcan, elle est volcanique sur le plan du potentiel de déflagration sur le plan géopolitique. Avec la Libye qui est instable, on a vécu qu'est-ce qui s'est passé à Saif al-Islam al-Qaddafi, avec le Sahel qui n'est pas encore stabilisé, quand bien même il s'était retiré de la CEDEAO, etc. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je pense en 2018, comme disait Cézoar, je m'en souviens à l'époque, il y avait, à la suite des agissements partiaux de Ban Ki-moon, l'ancien secrétaire général des Nations Unies, que le Polisario, à un moment donné, avait tenté d'obstruer le passage de Guelgaret. Il avait même imposé des taxes, etc. Ce qui s'est reproduit en 2020, lorsque les forces armées royales ont mené une intervention réussie justement pour libérer le passage. Et par conséquent, à l'époque, on avait considéré, enfin du côté du Polisario, que le cessez-le-feu a été rompu
pour lui donner les mains libres pour commettre justement des actes qui tombent sous le coup, à mon avis, de la loi internationale relative à l'interdiction du terrorisme, car nous sommes dans le domaine de ce qu'on appelle le jus cogens, c'est-à-dire les normes impératives de droit international. On va aussi revenir un peu plus tard dans le débat sur ces normes qui qualifient telle ou telle organisation de terroriste. Et c'est quand même un fait inédit d'entendre une voix telle que celle de Ted Cruz dans le Sénat américain appeler à ce que cette organisation, il réfléchirait à cela, hein, n'est-ce pas, Hafed Boutaleb? Nous avons évoqué le sujet brièvement dans le débrief la semaine dernière avec vous. J'aimerais bien d'abord qu'on parle de Ted Cruz, là qu'on voit sur la photo avec notre ambassadeur à Washington, M. Yousef Al-Marani. Mais parlez-nous d'abord de Ted Cruz. Qui est Ted Cruz par rapport au Parti républicain et aussi quels sont les facteurs qui font que sa voix est très audible et chez les républicains, mais aussi chez les démocrates? Eh bien, Ted Cruz, effectivement, on l'a évoqué la semaine dernière, c'est le cœur idéologique du Parti républicain, c'est l'Amérique chrétienne, c'est la liberté de commerce, y compris avec des pays où c'est assez tendu du point de vue des républicains, comme le pays Mexique voisin. Ted Cruz, rappelons-le, est sénateur du Texas, mais ayant soutenu aussi les mesures de Donald Trump visant le Mexique, il a été aussi parmi les premiers en tant que chair du comité du Congrès sur le commerce. Il a encouragé le commerce entre le Texas et le pays voisin qui est le Mexique. Et donc il y a une certaine agilité dans son idéologie, toujours pour défendre l'intérêt des États-Unis, les alliés des États-Unis, on l'a clairement vu dans cet entretien, c'est vraiment intéressant, on a l'impression même que c'est un Marocain qui parle, on a l'impression qu'il porte vraiment la voix du Maroc. Il ne suggère pas que le Polisario est une organisation, il ne pose pas la question pour savoir est-ce que le Polisario est une organisation terroriste. En réalité, il pose la question à ce membre donc, qui s'appelle Robert Palladino, ce membre donc, du département d'État, pourquoi vous évitez d'aller jusqu'au bout dans le rapport? Pourquoi vous n'écrivez pas, vous ne mentionnez pas cette organisation terroriste clairement par son nom qui est le Polisario, et de conclure à la fin pour demander clairement est-ce que, étant donné les réponses évasives qu'il avait de Palladino ou de son collègue représentant le département d'État, il leur pose la question clairement, est-ce que vous avez été briefé pour ne rien dire sur le Polisario? Et de répondre en face, non, ils n'ont pas été briefés, mais avec un véritable doute, on le voit clairement dans l'expression du visage de Ted Cruz. Donc Ted Cruz a compris le danger. Comme vous l'avez dit, il les assimile aux Houthis, c'est-à-dire une entité parle d'une houtisation du Polisario. C'est une entité proto-étatique. Et présenté quand même comme un futur proxy iranien en Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas un futur proxy iranien, c'est déjà le cas. Je pense qu'on a là le directeur de publication d'un média sur place qui a plusieurs reprises montré des éléments, et pas que ce média-là, plusieurs médias marocains. On sait très bien que le Polisario est un relais de l'Iran et que les relations entre l'Iran et l'Algérie vont de plus en plus en se solidifiant, l'Algérie représentant un des pays de ce chaînon d'États qui commence par le Venezuela, qui termine jusqu'en Corée du Nord, qui sont soi-disant des pays d'un axe qui refuse la mondialisation. Et aujourd'hui, il faut véritablement que les États-Unis prennent acte du rôle néfaste du Polisario dans la région, en plus qui va plus loin aujourd'hui avec l'insurrection au Sahel, dans laquelle des drones sont utilisés contre des armées régulières. C'est-à-dire qu'on a là un proto-État, qui est le Polisario, qui fait semblant d'avoir des caractéristiques d'État, qui utilise des armes réservées uniquement aux États souverains pour attaquer des armées souveraines représentant des États souverains de la région, comme le Niger, le Nigeria, le Mali. Et donc, par conséquent, Ted Cruz va vraiment droit au but. Avons-nous là un pays allié qui est le Maroc, que l'on doit continuellement soutenir contre ses adversaires régionaux? Mais c'est au-delà du Maroc. Ce que je veux dire, c'est que même dans la déclaration de Ted Cruz, il n'y a pas que... C'est tout le Sahel. Ce qui concerne cet élu américain, ce sénateur américain, c'est la sécurité nationale des États-Unis et surtout la menace iranienne. C'est Mohamed Zouar. Oui, en fait, c'est devenu un enjeu géopolitique pour les États-Unis. C'est-à-dire, c'est pas seulement le Maroc versus Polisario, ou Maroc versus Polisario plus Algérie. En fait, il faut replacer dans le
contexte, c'est effectivement ce que vous disiez, Ousted, concernant le côté incandescent, volcanique du Sahel. Aujourd'hui, c'est une vraie menace. C'est-à-dire que, d'ailleurs, je crois que j'ai lu aujourd'hui ou bien hier un article qui parlait justement de la principale menace, ou en tout cas la résurgence ou le retour en force de Al-Qaïda et de Daesh. Et c'est au niveau du Sahel. On ne parle plus de la Syrie, on ne parle plus de l'Irak, on parle principalement du Sahel. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les membres d'AQMI, ou même un leader, était un ancien du Polisario. Exact. Qui avait été, je crois, qui avait été tué, qui avait été éliminé. Donc il y a une sorte de perméabilité entre un mouvement armé qui combat un État, le Maroc, qui est présent, plus des opérations de contrebande, etc., qui est présent à la limite, si on peut dire, de ce Sahel incandescent, avec des membres de ce mouvement armé qui se transforment en militants de groupes terroristes. Donc vous avez cet aspect-là. Vous avez des liens de ce groupement armé avec le Hezbollah, oui, avec l'Iran. Alors qu'il y ait des liens, c'est une chose, mais qu'il y ait de l'armement, de la formation pour de la guérilla, pour de l'utilisation, pour des drones iraniens, etc., ou bien le Hezbollah qui vient en Algérie pour former certains membres du Polisario. Là, effectivement, ça a été aussi une sorte d'élévation du niveau de vigilance. Et vous avez, comme je l'ai souligné, des menaces directes de la part d'officiels du Polisario qui dit « tous les intérêts étrangers basés dans notre Sahara seront susceptibles d'être frappés durement et il n'y aura que ce soit des cibles civiles ou militaires. » Bon, les militaires, on avait l'habitude, d'ailleurs ils frappent, ils veulent frapper le mur de sable et les casernes militaires des forces armées royales, mais des cibles civiles, c'était quand même, je crois que c'était en 2022-2023, c'était quand même, parce que ça a été réitéré, c'était quand même des menaces qui clairement sont des menaces terroristes. Oui. Et donc il y a une sorte de prise de conscience. À l'époque, il y a 20 ans, on avait un petit peu de mal à mettre de la consistance dans les menaces évoquées par le Maroc. Mais là, en fait, on a eu une concrétisation de cette alerte. Et aujourd'hui, effectivement, aux États-Unis, il y a eu une prise de conscience avec Ted Cruz. Avec Ted Cruz, parce que, bon, il y a eu cette audition, n'est-ce pas? Avant, s'il y avait Joe Wilson, ouais, maintenant Ted Cruz, qui est quand même la figure de proue du Parti républicain américain. Mais c'est la réaction du département d'État américain qui est aussi à observer, parce que, certes, le ton est diplomatique, oui, mais on ne refute pas les inquiétudes. Et là, il y a objet aussi à analyser la réponse du représentant du département d'État américain, c'est Mohamed Zouar. Vous qui analysez aussi les mots et qui connaissez on sent qu'il y a un malaise. Le poids des mots. En fait, il y a un malaise. C'est-à-dire que l'audition se passe comment? Donc, il y a eu Ted Cruz, et puis il y a la sénatrice aussi démocrate qui pose des questions à le chef du bureau du Moyen-Orient, North Africa, Middle East North Africa, du département d'État. D'ailleurs, ils sont deux, dont Palladino, qui est le chef de bureau. Et en fait, il leur pose des questions par rapport à leur rapport sur le danger dans la région. Exact. Et il leur dit, bon, OK, on a vu qu'effectivement, il y a des menaces terroristes, etc., mais vous ne parlez pas du Polisario. Vous ne parlez pas du Polisario, donc il y a un coup de pression politique de la part d'un sénateur républicain, un coup de pression sur des fonctionnaires, des responsables du département d'État. Et on sent que les fonctionnaires sont mal à l'aise parce que, premièrement, ils n'ont pas qualifié le Polisario comme menace terroriste, alors qu'il y avait déjà quand même une proposition de loi. Ils auraient pu, quitte à la réfuter, à dire le Polisario n'est pas une menace terroriste. Mais ils ne réfutent pas. Ils ne réfutent pas. Sur cette zone grise. Et donc, ça, c'est un fait intéressant du département d'État. Et quand il y a un coup de pression de Ted Cruz, ils sont mal à l'aise. Parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas parlé du Polisario comme menace terroriste, ou ils ne l'ont même pas d'ailleurs évoqué. Et en même temps, il est insistant. Ce n'est pas juste une question évasive et puis après on passe à la suite. C'est une question, et je répète, mais vous ne l'avez pas mentionné, mais vous n'en avez pas fait part. Mais est-ce que réellement vous êtes conscient du danger pour les États-Unis? Je crois qu'à un moment même il évoque, oui, nous sommes enfin, il parle du président Trump et il lui dit je connais très bien les inquiétudes du président, donc répondez à ma question. Donc il y a vraiment une insistance et ils sont très gênés
Et ils sont obligés d'admettre, d'une certaine manière, à demi-mot, qu'effectivement, il y a une situation inquiétante et qui mériterait d'être creusée. Donc, il y a vraiment un malaise. Et ça, je pense que c'est dans la tradition aussi du département d'État, qui est dans une logique de check and balances, où on essaye de ménager aussi le chèvre et le chou, la chèvre et le chou. On essaye de ne fâcher personne. Donc on parle des menaces, mais sans aller trop loin. Donc parce qu'il faut aussi ménager les intérêts américains vis-à-vis de l'Algérie, etc. Et donc on ne parle pas du Polisario parce que c'est pas trop dans les priorités. Sauf que là, il y a l'assaut ou le forcing politique de la part de Ted Cruz qui vraiment là les coince sur un corner du ring. Et là, c'est un petit peu compliqué parce qu'ils se sont pris plusieurs coups et c'est un petit peu limite le chaos. Mais c'est comme ça que ça se passe dans ce genre d'audition. En effet, c'est une belle analogie que vous nous faites là, c'est Mohamed Zouar. Complément d'information, Rafet Botal. Justement, en parlant de zone grise, justement, ce que rajoute Ted Cruz, c'est qu'il rajoute que le président des États-Unis, il le connaît bien, il dit, lui, il sait reconnaître des terroristes quand il en voit. Et ça, c'est important comme remarque. C'est-à-dire que là, on a clairement Ted Cruz qui pense qu'il s'agit là d'un groupe terroriste et qu'il n'est plus qu'une question de temps pour que ce groupe soit listé sur cette fameuse liste de Washington. Ouais, j'ajouterais une chose, Khadija, parce que vous avez fait allusion à la démarche globale états-unienne. Et on évoque les attentats du 11 septembre et les lendemains qui déchantent évidemment. La réaction qui a été faite à l'époque par les stratèges américains, y compris Henry Kissinger, c'est assécher la mare. C'est-à-dire que les racines du terrorisme doivent être combattues. Et c'est la raison pour laquelle, premièrement, il y a eu cette convention de Palerme, la première, celle de 2002, c'est-à-dire sur le crime transnational organisé, lutter contre le blanchiment des capitaux, mais en même temps traquer les financements douteux, d'où d'ailleurs, justement, cette problématique de connexion qui pourrait servir le Polisario pour avoir des fonds, pour acheter du matériel militaire, etc. Deuxièmement, dans la foulée, en 2003, il y a eu la Convention contre la corruption, que d'ailleurs le Maroc avait ratifié en 2007, on s'en souvient. Et les deux éléments, justement, font partie d'une démarche états-unienne. Exact. L'idée, c'est de voir peut-être un Sahel apaisé, sachant bien que dans l'ambassade américaine, il y a, je pense, quelques années, l'ambassadeur y a trouvé la mort. L'ambassade américaine a été attaquée à Tripoli, en Libye. Après le départ de... Et donc ça veut dire que le désordre, potentiellement, pourrait être amplifié par les milices polisariennes. Est-ce qu'aujourd'hui, les États-Unis, on peut dire que les États-Unis observent l'Afrique à travers le prisme du Sahel? Et si oui, pourquoi? Je pense que c'est le principal foyer de déstabilisation d'État, déjà, surtout avec la chute du régime Kadhafi. Donc on a un failed state qui a son ventre en plein milieu du Sahel. Il y a l'État algérien qui verrouille son territoire. L'État malien qui a beaucoup de mal, même si à l'aide de l'armée, enfin de l'ancienne milice Wagner qui est maintenant été intégrée dans l'armée russe. Donc c'est devenu quand même le principal foyer de déstabilisation pour l'Afrique dans une zone quand même proche de l'Occident, de l'Europe, puisqu'après il y a toute la question migratoire aussi, en plus de la question sécuritaire. Et on sait qu'il y a même à l'extrême du Sahel, il y a aussi des guerres civiles, des guerres entre factions. On a parlé du Soudan, on a aussi le côté de la Somalie. Donc on voit que toute cette zone, en fait, est une zone d'instabilité et en son cœur, on a des mouvements terroristes. Et donc on espère restreindre, contraindre, contenir ces mouvements terroristes et ne pas faire que soit des membres du Polisario, soit le Polisario deviennent aussi une menace terroriste. Donc on est vraiment dans un containment de cette menace terroriste dans un pays, enfin dans un territoire plutôt, qui est mouvant pour le coup, puisqu'on est dans un désert. Et donc c'est très compliqué à surveiller, c'est très compliqué à contenir. Et aujourd'hui, on a des menaces. On se rappelle d'ailleurs le Burkina Faso, par exemple, ça va jusqu'au Burkina Faso, le Nigeria qui est menacé. Donc c'est pas seulement le Mali qui est menacé et la Libye, c'est vraiment toute la zone. Et c'est intéressant parce que le représentant permanent des États-Unis aux Nations Unies vient de faire une déclaration qui va dans ce sens. Mike Waltz, qui parle de la menace que représente Daesh, Al-Qaïda et leurs groupes affiliés, la complexité aussi de cette menace, l'essor aussi des groupes en Afrique de l'Ouest et au Sahel qui, je cite, les
préoccupe tout particulièrement, notamment les gains territoriaux réalisés par ces groupes terroristes, ainsi que leur recours, entre autres, aux enlèvements contre rançon. Je vous propose d'écouter d'ailleurs cette déclaration de Mike Waltz, représentant permanent des États-Unis aux Nations Unies. On revient au débat juste après. The United States remains deeply concerned and is determined to continue to take bold action against the evolving threat posed by ISIL, by Al-Qaeda, and by their affiliates. These groups continue to adapt. They continue to exploit instability across Africa, the Middle East, and South Asia, and the threat is increasing. ISIL's growing focus on Africa and the resilience of its cells in Syria and Iraq, and the persistent threat from ISIL-K in Afghanistan truly reinforces the need for our sustained, coordinated counterterrorism efforts. Mike Waltz, donc, qui parle de menaces évolutives. Faith Botalb, il y a aussi le développement des attaques par drones terroristes et aussi la manière dont Washington lie les conflits régionaux sur la base de cette évolution de la menace. Eh bien oui, puisque aujourd'hui, il y a deux, donc comme il l'a mentionné Waltz, le représentant des États-Unis aux Nations Unies, il y a les groupes affiliés à Al-Qaïda et les groupes affiliés à l'État islamique. Le problème, c'est qu'ils se livrent aussi une guerre entre eux et ils livrent en parallèle des guerres aux États de la région. Depuis 2024, le nombre d'attaques a explosé, notamment au Nigeria, ciblant l'armée nigérienne. On sait que Donald Trump avait mal interprété ces événements au Nigeria comme étant une agression contre les populations chrétiennes, parce que c'est vrai que malheureusement le terrorisme dans cette région va cibler des églises, des pasteurs et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, l'armée américaine collabore avec l'armée du Nigeria pour attaquer ces foyers de groupes terroristes. L'usage de drones remet en question les équilibres dans la région. Vous savez que les drones coûtent beaucoup moins cher que la défense qu'il faut pour les cibler. Et donc, aujourd'hui, l'attaque coûte moins cher beaucoup moins cher que la défense. Ça, c'est un des postulats d'un des grands professeurs de sciences politiques, Giuliano Ampoli, auteur du Match du Kremlin. Et ça remet en cause énormément de points ou d'équilibre. Une armée conventionnelle comme celle du Mali se trouve beaucoup moins outillée pour faire face à un groupe terroriste ou un groupuscule terroriste. Et ce groupuscule terroriste peut porter atteinte et vraiment occasionner des dégâts considérables. Aujourd'hui, cette situation-là est très dangereuse. Elle commence. On parle de quelques dizaines d'attaques. Depuis le début de l'année, il y en a eu déjà 3. Utilisant des drones. Ce sont des drones première personne, c'est-à-dire qu'il y a un écran derrière qui permettent de surveiller aussi. Ce sont là des techniques qui devraient être réservées aux États souverains et pas des groupuscules terroristes. Et cette nouvelle donne, sur fond de bouleversement géopolitique, comme vous l'avez dit, il y a la Russie qui est maintenant dans la région, la France qui est sortie, il y a des soupçons aussi. Récemment, il y a eu quelques événements dans la côte plus au sud, comme au Bénin, qui ont fait remonter les tensions entre ces pays du Sahel et l'ancienne puissance colonisatrice, la France, et ainsi de suite. Donc, sur ce fond de tensions géopolitiques, s'ajoute en plus une nouvelle donne technologique, et ça n'arrange pas la situation au Sahel. Donc, plus nous allons vers la stabilisation, trouver des compromis, mieux ce sera pour ramener cette région qui, rappelons-le, 10 millions de kilomètres carrés, qui est très difficile à surveiller. Il faut vraiment une collaboration collégiale en toutes les nations, même des puissances internationales comme les États-Unis, peut-être même aussi effectivement la France et la Russie, pour rétablir la paix. Et plus nous continuerons dans cette fuite en avant, et ne pas considérer le Polisario comme une organisation terroriste, continuer sur des conflits artificiels pour remplir les agendas de capitales régionales, plus cette région deviendra vraiment une poudrière, si vous voulez, vraiment, ou un foyer volcanique, comme vous avez dit. Une zone grise qui n'a pas lieu d'être. Et on le voit clairement, les États-Unis ont pris cette position pour rétablir l'ordre, si je puis me permettre l'expression, rétablir l'ordre dans cette région. Et d'ailleurs, aujourd'hui, cette communication
de la représentation permanente des États-Unis aux Nations Unies, sur ces délégations de haut rang américaines, mais aussi des Nations Unies, qui ont facilité des discussions à Madrid, en Espagne, avec le Maroc, entre autres, l'Algérie et la Mauritanie, professeur Abou Dahab, et fait intéressant concernant la mise en œuvre de la résolution 2797 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur le Sahara. Il s'agit effectivement de préparer le terrain pour un accord final sur la base de la résolution 2797 du 31 octobre 2025. En même temps, dans la configuration des acteurs, des participants directs, finalement, l'Algérie se résigne à la réalité et s'identifie en tant que partie concernée directement par ce conflit artificiel et ne pas se cacher derrière des arguments fallacieux. Et par ailleurs, la Mauritanie qui reste quand même dans une certaine neutralité plus ou moins, on va dire, positive, c'est-à-dire elle voudrait absolument voir s'apaiser la tension au niveau à côté de ses frontières. Et bien entendu, le Polisario, il faut là établir la distinction entre la direction en tant que telle, qu'on considère comme étant qui s'accapare des moyens pour imposer son diktat à une population malheureusement qui est désemparée. Je parle des séquestrés de Tindouf. Et aujourd'hui, nous sommes dans une accélération. Moi, je pense qu'il y a des rendez-vous officiellement déjà affichés, notamment avril 2026, parce que le secrétaire général, grâce aux investigations qui vont être, et les pourparlers, on va dire supervisés par M. Staffan de Mistura, avec un parrainage américain, plus également les investigations de la MINURSO, devront produire un rapport à mi-parcours sur les évolutions à partir d'octobre jusqu'à cette date. Et c'est la raison pour laquelle il y a aujourd'hui, je pense, un modus operandi assez efficace états-unien, dans le sens on voudrait absolument que l'année 2026 soit l'année du bouclage et l'application intégrale. Évidemment, cela dépendra aussi de la réactivité des autres parties, si elles vont faciliter ou pas la tâche. Mais le plus important, pour nous, le gain diplomatique majeur, c'est que la base des négociations, c'est le plan d'autonomie qui va être revu et corrigé, parce que Sa Majesté l'a bien dit, bien entendu, le 31 octobre 2025, que le Maroc présentera une copie mise à jour, updated et développée de l'initiative en tant que telle qui a été présentée en avril 2007. Et c'est sûr que les États-Unis, après cette résolution aussi, il y a, pour citer les termes du souverain, il y a un avant et un après 31 octobre, et on le voit clairement dans le modus operandi, pour reprendre vos termes, Abou Dahab, de la diplomatie américaine et des différents acteurs dans ce dossier. C'est Mohamed Zouar, un commentaire. Alors déjà, ce qui est important, c'est que la rencontre s'est faite dans l'ambassade américaine à Madrid. Oui. Donc ça, c'est un élément important. Ça montre qu'effectivement, les États-Unis ont gardé la main sur le dossier. C'est j'allais dire le faiseur d'accord. En tout cas, c'est le pays qui, aux côtés des Nations Unies, avec Staffan de Mistura qui est aussi présent, va faire du forcing et va peser de tout son poids. On peut même d'ailleurs se demander si la proposition de loi sur le Polisario comme entité terroriste, est-ce que ce n'est pas aussi un moyen de pression? En tout cas, vraiment, il y a une volonté que le dossier soit résolu sur la base du plan d'autonomie marocain. Et ça, c'est là où, en fait... C'est ce que prévoit la résolution 2797. Pour rejoindre D'où cette communication, parce que c'est une communication officielle émanant de la représentation permanente des États-Unis aux Nations Unies. Et ça a aussi ça a une symbolique, hein, c'est que ça se tient sous l'égide de l'ONU, avec bien sûr un leadership américain. Tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avant la résolution, on était toujours sur un débat principalement politique sur les termes, à savoir autodétermination, comment on le définit, puis y avoir plusieurs définitions. L'Algérie et le Polisario restaient sur une définition très restreinte. Le Maroc expliquait qu'il y avait aussi d'autres possibilités et que le référendum n'était plus possible, etc. Et là, en fait, le plan d'autonomie est la seule base. C'était déjà dans la résolution et c'est quelque chose, malgré le voyage d'une délégation du Polisario à Washington il y a quelques semaines, les Américains ont tenu bon en disant non, c'est le plan d'autonomie. Et là, à Madrid, c'est toujours le plan d'autonomie qui est discuté. Donc on doit travailler sur la partie technique. Donc on n'est plus sur un débat politique sur qu'est-ce que l'autodétermination, est-ce qu'il faut un référendum ou pas, etc. On est sur une discussion technique, et donc sur la base du plan d'autonomie proposé par le Maroc en 2007, qui a été, pas seulement qui va être, qui a été enrichi, détaillé,
Et donc, on a les autres parties qui doivent discuter des aspects techniques. C'est-à-dire qu'on a déjà une direction, on a même une gare d'arrivée. Maintenant, si vous voulez, quelles sont les étapes? On peut discuter des étapes. Mais la destination, elle est déjà inscrite et on l'a voté dans la résolution le 31 octobre 2025. Et donc, il faut avancer. Et donc, il y a une grosse pression politique de la part de Washington pour avancer le plus rapidement possible. Donc il y a des échéances, évidemment on a avril avec les rapports qui vont, alors les rapports de Guterres, mais aussi les rapports de Staffan de Mistura et de Ivanko, le russe, concernant la MINURSO. Pour la MINURSO, parce voilà, que pour la Ivanko, MINURSO, voilà, tout à fait. c'est Pour la lui qui est à la MINURSO. tête de la MINURSO. Et ensuite, l'autre échéance qui sera évidemment en octobre 2026, où là, c'est la résolution qui sera votée. Et donc là, est-ce que cette MINURSO continuera? Ou quelle forme pourrait-elle justement la mission de la MINURSO à partir d'avril? Peut-être, je ne sais pas, est-ce que politiquement, peut-être le professeur nous dira, mais est-ce que politiquement ça se fait, ou juridiquement ça se fait, une mission qui servira à accompagner la mise en place du projet d'autonomie? Peut-être. Oui. Vous acquiescez, professeur Aboudahab? Oui, je reste prudent, effectivement, mais il faut du temps, c'est vrai. Pourquoi? Parce que le problème ne va pas s'arrêter uniquement à un vote favorable définitif qui va enterrer à jamais ce conflit factice et artificiel, vraiment. Hein. C'est le paradigme marocain. Mais le problème, c'est par la suite démilitarisation, désarmement des milices polisariennes, réintégration des Marocains sahraouis au sein du pays de la mère patrie, sécurisation des frontières, etc., etc. Ça va demander. Donc, le seul organisme qui serait indiqué au regard de son background, de l'expérience engrangée depuis 1991 jusqu'à aujourd'hui, c'est la MINURSO. Toutefois, on ne va pas garder la même appellation, ça va de soi. Oui. Elle pourrait être, comme le suggérait l'ambassadeur Siloulishki, dans un article qu'il avait écrit immédiatement après l'apparition de la résolution 2797 pour la supervision, l'implémentation du plan d'autonomie. Mais j'ai eu en tête tout à l'heure une connexion avec ce plan... ce Board of Peace, en fait, ce mécanisme de sécurité ou de paix qui vient d'être élaboré, je pense fin janvier, c'était le 29 janvier, il y a eu la cérémonie de signature. Probablement, il pourrait aussi apporter son poids, justement, et son ascendant, vu sa constitution et les membres constitutifs de ce Conseil, parce que d'ailleurs, bientôt, il y aura une réunion qui va se pencher sur les modalités techniques de son fonctionnement. Toutefois, mais d'abord, dans un premier lieu, pour Gaza. Ce sera le 19 février prochain. L'annonce a été, en tout cas, les invitations ont été adressées officiellement hier par la Maison-Blanche. Mais je pense que ça va de soi que la MINURSO changerait de dénomination et restera peut-être l'organisme le plus habilité à accompagner cette longue transition, justement, pour à jamais parvenir à une pacification de la région. Et ce qui est intéressant aussi, je voudrais revenir sur cette communication de la représentation permanente des États-Unis aux Nations Unies, c'est cet appel presque affiché à la mise en œuvre de la résolution 2797. C'est un fait inédit quand même, quand le penholder fait aussi l'appel à ce que cette résolution soit appliquée à Hafez Boutaleb avec ses pourparlers à Madrid. On a vu récemment l'envoyé personnel du président des États-Unis en Afrique et au Moyen-Orient se déplacer auprès du président Tebboune en Algérie. Et je crois que c'est allié avec cette déclaration que vous venez de faire. C'est que justement, l'évolution de l'interprétation par Alger de cette résolution a été assez irréaliste. Clairement identifiée comme un recul au début par les médias algériens et par les représentants de l'Algérie. Elle a été ensuite revue miraculeusement comme étant un gain de la perspective algérienne. Or, à aucun moment, l'idée de résolution de conflit n'apparaît du côté algérien. On a l'impression que les Algériens souhaitent prolonger indéfiniment le statu quo. Donc, et oui, il y a là-dessus clairement un clin d'œil. C'est que les Américains ne veulent plus de tergiversation, si vous voulez. Le sujet est clair, c'est le plan d'autonomie marocain qu'il faut négocier aujourd'hui, non pas est-ce qu'il est valable ou pas, il est valable. Maintenant, il est valable de par le vote de cette résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est plus ce qu'il y a à négocier. Lorsqu'on entend les représentants algériens du Polisario, on a l'impression qu'il faut négocier. C'est fini. L'unique plan aujourd'hui, c'est le plan d'autonomie. Maintenant, ce sont les termes de ce plan qu'il faut négocier. Et c'est là où il y aura des commissions de techniciens
On a là avec nous un technicien qui vont aller élaborer, travailler plus en profondeur sur des questions, voilà, sur comment mettre en place l'exposé que vient nous faire le professeur Adboudab. Mais cette déclaration que vous venez de nous lire, c'est clairement ça. Et si on devait lier cela aussi à cette phase de marginalisation dans laquelle est entré le Polisario, de fait, on revient à ces déclarations. On a fait une émission par ordre chronologique des événements, mais cette déclaration de cette figure du Parti républicain, Ted Cruz, qui fait qu'aujourd'hui, le Polisario est face à ses responsabilités. L'Algérie aussi, rappelons aussi cette sénatrice, Jeanne Chahine, qui a questionné le département d'État sur l'achat par Alger d'avions de combat russes et sur la possibilité de sanctions américaines. C'est-à-dire la question que pose une sénatrice démocrate. On n'est plus chez les républicains. Oui. Là aussi, on est sur le bipartisanisme. Exactement. Exact. On est dans une approche bipartisane. La question qu'elle pose, c'est qui est notre allié dans la région, finalement parce qu'on a l'impression qu'il y a certains membres du département d'État pour lesquels l'Algérie, proche de l'Iran, dans le camp de l'Union soviétique pendant la guerre froide, aujourd'hui toujours proche de l'Est plutôt que de l'Ouest, avec des positions qui sont très hostiles à des grands alliés des États-Unis, ont l'impression que chez certains membres du département d'État, c'est quand même l'Algérie l'allié. Et le Maroc, en dépit de tous les sacrifices, de tout ce que l'on a pu faire depuis 1943 avec nos amis américains, depuis même la première reconnaissance en 1777, eh bien, on a l'impression que chez certains démocrates, il est relégué au rang d'ennemi. C'est ça la véritable question que cette sénatrice démocrate pose. C'est que finalement, l'Algérie n'est pas un allié dans la région, elle ne se procure pas les armes auprès des États-Unis et elle n'est pas proche des alliés des États-Unis, donc elle n'est pas l'allié des États-Unis. Le seul allié, ou plutôt l'allié le plus solide des États-Unis dans la région, c'est le Maroc. Et aujourd'hui, nous tirons les bénéfices et les dividendes de cette alliance avec les États-Unis grâce à leur soutien pour notre plan d'autonomie sur le Sahara, sa résolution durable de ce conflit. On en remercie véritablement les États-Unis, même le Parti républicain, pour cette position très courageuse. Ce n'est pas la première fois que des élus américains prennent position. Déjà en 2022, ils ont adressé une lettre au département d'État pour demander l'application des sanctions à Alger en raison de son statut de grand importateur d'armes russes, en référence à la législation américaine visant, entre autres, à sanctionner les transactions militaires significatives avec la Russie. Et c'est ce que prévoit aussi, n'est-ce pas, depuis la guerre en Ukraine, depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, ce genre d'opération est très scruté par les Américains. Absolument, ce qui est paradoxal. Bon, ça transgresse la décision de sanctions unilatérales contre l'Iran. Et d'ailleurs, ce n'est pas fini, puisque même les négociations, pour reprendre probablement l'accord sur le nucléaire, ne sont pas très claires. Et par conséquent, l'Iran est toujours considéré comme étant une menace régionale, quand bien même peut-être M. Trump avait retardé les frappes ciblant potentiellement les centrales nucléaires. Mais on a vu les scènes de torture, mais également les attaques menées contre les civils. Je ne sais pas, les ONG, combien elles ont chiffré le nombre de morts, de tués lors des dernières manifestations. Et on voit très très bien, justement, que le fait de s'inscrire dans cette logique-là présenterait pour les États-Unis... Dans la même grille de lecture. Oui. C'est-à-dire, on parle de ces deux éléments. Les connexions. Quand même. Oui. Mais bien sûr. Et paradoxalement, pourquoi ? Parce que ça aurait pu bénéficier aux Algériens eux-mêmes. Aller d'investir plutôt, ouvrir des possibilités d'investissement qui peuvent drainer des investisseurs intéressés par beaucoup de chantiers à ouvrir en Algérie. D'ailleurs, je voudrais ici rappeler une chose. Les Américains avaient un intérêt stratégique pour une solidification d'un Maghreb économique piloté par le secteur privé, ce qu'on appelle l'initiative Eisenstadt. Là, nous sommes dans l'approche bipartisane. Ce n'est pas le parti démocrate à l'époque sous Bill Clinton qui en était le responsable, etc. Parce que cela nous renvoie à la structure même du pouvoir aux États-Unis, parce qu'il est complexe. Kenneth Galbraith avait parlé du complexe militaro-industriel. Et aujourd'hui, je voudrais aussi rappeler une chose, c'est que l'African Growth Opportunity Act a été reconduit. Normalement, il a cessé en septembre 2025. Cela prouve que les États-Unis sont encore intéressés par l'Afrique. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes dans une transition. Si on finit le travail et on applique la résolution intégralement, on aboutit à un accord d'ici fin 2026 probablement, ça permettrait de libérer le potentiel intégrateur,
Ça permettrait aux États-Unis de s'installer tranquillement à Dakhla dans le cadre de leur consulat de nature économique. Mais de là, on voit très bien qu'il y a de l'argent qui circule malheureusement. Au lieu de l'investir... Ils doivent assurer ces investissements, ils doivent leur assurer leur sécurité. Exactement. D'où voilà. le fait de, effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure en citant Kissinger, c'est qu'il faut assécher le mal à la racine. C'est la conclusion, comment on dit, ipso facto, qui s'impose par les faits eux-mêmes. À quoi faut-il s'attendre concrètement, dorénavant C'est Mohamed Zouak. Par rapport à quoi? Par rapport au dossier sur le Sahara? Exact. Moi, déjà, je voudrais juste rebondir sur avant de parler du dossier du Sahara, sur le point de vue géopolitique, parce que tout à l'heure, on a parlé du Sahel, vous avez parlé de l'isolement du Polisario, et on a enchaîné sur l'Algérie, mais on est peut-être un petit peu trop vite. Il y a l'isolement du Polisario et de l'Algérie. Oui, c'est pour ça que je dis, en fait, les deux sont dans la même grille de lecture. Oui. Parce que si on voit les deux sénateurs qui se sont exprimés devant cette commission du département d'État, Ted Cruz, en l'occurrence, a parlé de la menace du Polisario, menace sécuritaire. Ça, avec les avions russes. Et la démocrate tire la sonnette d'alarme sur les armes russes. Pour un pays non aligné, il y a des questions à se poser quand même. Effectivement, Polisario-Algérie, on a une seule et même grille de lecture et un seul et même isolement. Si on regarde du point de vue géopolitique, tout à l'heure on a parlé du Sahel avec la menace terroriste, mais d'un point de vue des relations internationales de ces deux entités, l'État algérien et le Polisario, c'est qu'on a eu la chute de Bachar el-Assad, le changement, j'allais dire de régime, pas de régime, en tout cas de président, la capture du président du Venezuela. Là, on a des liens et des soutiens du Polisario et de l'Algérie. L'Iran qui est menacé, la Russie qui est dans une guerre avec l'Ukraine très intensive et donc elle a d'autres chats à fouetter. Et donc on sent effectivement un isolement de la part de l'Algérie et du Polisario. Et donc les marges de manœuvre pour négocier sur le dossier du Sahara devient de plus en plus ténue. Et donc ça devient compliqué de soutenir cet allié et on ne sait pas trop quoi en faire parce que c'est un micro-État dans l'État. C'est comment on fait avec un groupuscule armé qui est en notre sein, qui est à nous, qui est notre enfant, qui est un petit peu notre Frankenstein, qui est en train de devenir un Frankenstein. Donc c'est là où on est dans une situation très compliquée et l'Algérie doit négocier de manière très délicate comment ne pas perdre beaucoup de plumes dans cette négociation. Mais en déjà, même temps, en acceptant de venir en négociation, là, on a perdu un paquet, forcément. De plumes. Et quand on a le ministre des Affaires étrangères algérien qui doit se déplacer à Madrid, qui doit négocier, alors ça n'a pas été fait depuis. Si on retrace les négociations avec toutes les parties concernées, on a eu 2007, Manasset, si mes souvenirs sont bons, 2018 et 2019, Genève. Donc depuis 2019, il n'y a rien eu. Donc on voit que là, c'est un vrai forcing de la part de Washington pour dire vous allez venir dans notre ambassade à Madrid pour des raisons de commodité, on ne va pas vous faire déplacer trop loin, même si probablement après ce sera à Washington, mais on va d'abord régler ce qui doit être réglé ici à Madrid, juste à côté, et ça va se faire même s'il y a des réticences. Même si on sentait un peu un blocage de la part du Polisario quand ils sont partis à Washington il y a quelques semaines, comme je le mentionnais. Et donc, là maintenant, comment peut-on voir l'avenir? Il y a les négociations techniques autour de ce plan d'autonomie, autour du plan d'autonomie marocain. Il y a l'échéance d'avril à l'ONU avec les rapports de Guterres, d'Ivanko et de Mistura. Et puis, il y a, je pense, l'échéance me semble-t-il, pour les États-Unis, c'est d'ici octobre, tout doit être réglé. Parce que la nouvelle résolution doit permettre de résoudre ce problème et de sortir ce dossier de cette commission liée à la décolonisation, etc. Donc on est vraiment dans une marche militaire, j'allais dire, une avancée à marche forcée pour résoudre ce dossier. Et c'est les États-Unis qui maintiennent le rythme, qui ont le pied sur l'accélérateur, même si d'autres auraient voulu garder la main sur le frein à main. Et on l'a vu avec l'Algérie, qui ont tenté, mais qui maintenant sont coincés et donc doivent trouver une porte de sortie parce qu'il y a les États-Unis. On a parlé de... mais les États-Unis ont réussi là où l'ONU a failli. Mais parce que Trump... Il faut le dire, c'est quand même les États-Unis qui a réussi à mettre toutes les parties concernées autour de la même table, en sachant que ce n'est pas la première résolution qui évoque
l'Algérie comme partie prenante de ce différend mais là, régional. Or, les Américains ont réussi là où l'on est. Là, on a Trump qui est très volontariste, qui est un négociateur, mais qui est très volontariste. Oui. Alors, parfois critiquable, hein, bien sûr. On l'a vu sur d'autres dossiers. Oui. Et on a pu le critiquer sur ce plateau sur d'autres dossiers. Sur le dossier du Sahara, il y a vraiment cette volonté de résoudre le problème très rapidement, le plus rapidement possible. On avait d'ailleurs les premières indiscrétions en octobre. On parlait de d'ici la fin de l'année, etc., fin 2025. Finalement, c'est jusqu'à la résolution d'octobre prochain. Mais c'est une volonté d'aller vite sur un problème qui n'a que trop duré. Et là, l'Algérie a une pression. Il y a la pression sur la proposition de loi bipartisane. Attention, le Polisario, s'il est flagué comme étant mouvement terroriste étranger, eh bien l'Algérie va être mal en point. Et sur les armes russes, vous achetez... Alors pour les armes russes, juste pour préciser, cette loi américaine CAATSA, qui permet de sanctionner donc les États coopérant militairement avec les ennemis des États-Unis. Donc quand il y a des liens avec l'Iran, des liens avec la Russie, enfin de l'achat de l'armement avec la Russie, là, effectivement l'achat aussi de drones de l'Iran, ça a été voilà, de drones iraniens. Ça a été avéré. Et même une coopération militaire, il y a eu des formations des milices du Polisario. Et donc cette pression, pour moi, c'est aussi une pression pour négocier, c'est-à-dire mettez fin à ce lien qui pose problème pour Washington. 2, on va résoudre le problème. Et on a oublié, on n'en a pas parlé, mais il y a la volonté de Washington et de Donald Trump, du président américain, pas seulement de résoudre le problème, c'est aussi de rapprocher les points de vue et dégeler les relations qui ont été gelées par Alger. Unilatéralement. Mais évidemment. Dégeler les relations entre Rabat et Alger. Donc il y a vraiment cette volonté de pousser l'Algérie à changer complètement sa vision des relations régionales vis-à-vis du Maroc et vis-à-vis d'autres acteurs étatiques de la région, mais d'abord vis-à-vis du Maroc, parce qu'il y a besoin d'avoir un socle fort, le Maroc, l'Algérie, de par les forces militaires, de par les services secrets, c'est plutôt un allié dont Washington aimerait s'appuyer pour combattre Daesh et ISIS. Et réduire l'influence russe au Maghreb, il faut le rappeler. Faites un mot rapidement. Avec cette pression, effectivement, avec cette pression subie par l'Algérie de la part de Washington, on comprend que les Américains ont finalement compris que le statu quo, c'est ce que recherchaient les Algériens. C'est-à-dire que les Algériens jouent le temps. Aujourd'hui, si les Américains l'ont compris, ça va être bien plus compliqué de jouer le temps. On le voit clairement avec cette pression. Ils jouent le temps en interne et ils ne peuvent pas le jouer en externe, j'ai envie de dire. Oui. Parce que ça n'est pas la même bataille. Si on joue le temps en interne pour justifier un peu... Oui, mais ça a joué, pour le moment, ça a marché. Oui. À l'étranger, ça fonctionne. Non, mais en interne, ça fonctionne déjà, mais ça ne fonctionne plus à l'étranger. Le régime algérien faisant croire qu'il lutte pour l'indépendance de ce territoire, mais en réalité, non. Le régime algérien veut un statu quo indéfini, et ça, les Américains l'ont compris. Il y avait quand même un investissement total, diplomatiquement parlant, du Maroc, sur la conduite de Sa Majesté. Il faut le dire. On n'a pas le temps de développer, mais il faut dire une chose importante, c'est que la démarche états-unienne, elle est ancienne par rapport à la question du Sahara marocain. Depuis même 2001, je l'ai dit, l'accord cadre qui était derrière James Baker, qui était un Américain, qui était secrétaire d'État. Et on aurait pu finir l'affaire à cette époque-là, mais c'était les tergiversations, malheureusement, de l'Algérie qui voulait toujours retarder ça pour des raisons de géostratégie, etc., justifier les dépenses faramineuses sur le plan militaire. Deuxièmement, évidemment, le Polisario est une entité séparatiste. Je pense même qu'elle ne mérite pas le qualificatif d'un micro-État en droit international. Quand on dit un micro-État, ça peut renvoyer à des choses comme des petits pays sur le plan de la superficie. Mais véritablement, c'est une hérésie sur le plan juridique. Quand on voit une entité à l'intérieur d'un État algérien qui est souverain et qui en même temps a des responsabilités, on l'a dit la dernière fois Khadija, en termes de gestion des camps des réfugiés entre guillemets, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui il faut résoudre à jamais ces ambiguïtés et passer à autre chose, puisque le temps aujourd'hui c'est plus pour combattre des fléaux plus importants, le changement climatique, relèvement des niveaux de mer. Et d'ailleurs l'atlantisme américain se conjugue heureusement, de manière heureuse avec l'atlantisme marocain. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça remonte à Sidi Mohamed ibn Abdillah, Mohamed III,
au moment où les Marocains aidaient les Américains à lutter contre la piraterie maritime. Merci beaucoup, merci professeur Zakaria Boudahab, merci Hafed Boutaleb, merci encore une fois, c'est Mohamed Zouar. Merci Khadija. C'est la fin de cet épisode de Questions d'actu. Très bonne soirée.